Bienvenue dans le 13h de RTI 1. Madame, Monsieur, bonjour. Pour commencer, les titres. Les adieux à la Côte d'Ivoire de l'ambassadeur des États-Unis. En fin de mission, Richard Bell a rencontré hier le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, et l'ambassadeur américain Richard Bell, satisfaits des relations bilatérales. Comment mettre fin aux maladies des cultures agricoles en Afrique? Comment vaincre l'insécurité alimentaire? Des recherches sont actuellement menées en Côte d'Ivoire par des experts au pôle scientifique et d'innovation de l'université Félix Houphouët-Boigny dans la commune de Cocody. Enfin, la grande messe célébrée aujourd'hui à l'aéroport de Kinshasa-Ndolo par le pape François en RDC, première étape de sa visite africaine. En Côte d'Ivoire, un conseil des ministres aujourd'hui au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Des travaux et échanges en présence, bien sûr, du président de la République, Alassane Ouattara. Nous allons revenir largement sur cette information dans nos prochaines éditions. Toujours en Côte d'Ivoire, fin de mission pour l'ambassadeur des États-Unis. Après plus de 3 années d'activité à Abidjan, Richard Bell a fait ses adieux hier au président de la République, Alassane Ouattara. Leurs entretiens se sont déroulés au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Les deux personnalités ont salué la bonne qualité des relations qui unissent la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Les précisions de Awa Touré. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, en fin de mission, est venu prendre congé du président de la République, Alassane Ouattara. L'occasion pour lui de féliciter le chef de l'État et le peuple ivoirien pour les avancées notables avant de relever l'excellence des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Je remercie son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a bien voulu me recevoir en audience pour un échange vraiment cordial, et je voudrais vraiment féliciter Monsieur le Président de la République et l'ensemble du peuple ivoirien, en fait, pour les progrès que votre pays est en train de réaliser au moment où tous vos voisins ont de sérieux problèmes et où le monde entier fait face à de multiples défis. Et c'est vrai, il y a des approches qui marchent mieux que d'autres. L'économie libérale a produit le plus grand niveau de prospérité que le monde ait jamais connu. Et j'ai dit à son Excellence le Président de la République qu'après 3 ans et quelques, au pays de l'Aqaba, je quitte la Côte d'Ivoire avec plus d'optimisme pour votre pays que lorsque je suis arrivé. Et déjà, j'étais optimiste à mon arrivée parce que déjà la Côte d'Ivoire impressionnait. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pour sa part indiqué que les États-Unis demeurent un partenaire essentiel et de premier plan pour la Côte d'Ivoire. Je tenais, monsieur l'ambassadeur, à vous dire combien nous sommes honorés de la contribution que vous avez apportée à notre pays pendant ces années, 3 ans et demi. Et vous êtes arrivé à un moment où la Côte d'Ivoire était sortie de crise, mais nous avions des défis tels que la Covid, tels que la restructuration de l'économie. Et les États-Unis nous ont apporté leur soutien, que ce soit dans le domaine de la santé, du sida, du Covid, mais également avec le MCC. Et nous avons reçu des sommes importantes pour le développement et la restructuration de notre pays. Les États-Unis sont un partenaire important, je dirais même essentiel pour la Côte d'Ivoire. Et nous avons toujours été très fiers que John Kennedy a reçu pour la première fois un chef d'État africain en la personne du président Félix Houphouët-Boigny au début des années 60. Et cela reste une marque de fierté pour nous et de considération. Et la Côte d'Ivoire a opté pour l'économie libérale. Et ceci a été une bonne chose pour notre pays, parce qu'on voit aujourd'hui que ce soit en taux de croissance, que ce soit
au niveau des investissements dans le social, que ce soit l'ouverture de l'économie, la transformation de l'économie, que nous sommes parmi les premiers pays du continent africain et je dirais même dans le monde. Donc nous avons bien choisi nos partenaires et les États-Unis sont un partenaire de premier plan et je voudrais vous demander de remercier les autorités américaines et notamment le président Biden pour le soutien qu'il nous apporte et aussi dire que les Ivoiriens demeurent des amis du peuple américain. Le chef de l'État a par ailleurs salué la contribution de l'ambassadeur Richard Bell au renforcement et à la diversification des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique. Un tout autre sujet à présent, plus de 2000 enseignants bivalents de sciences se renforcent leurs capacités au Centre national de matériel scientifique dans la commune de Cocody. Les travaux portent sur les mathématiques, la physique, chimie, les sciences de la vie et de la terre et la technologie de l'information et de la communication. Les précisions de Wilfried Koua et Jean Djadji. Ce sont au total 2000 enseignants bivalents qui bénéficieront du programme de renforcement de capacités professionnelles. Un projet mis en œuvre par la direction de la pédagogie et de la formation continue DPFC du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Objectif, améliorer l'apprentissage fondamental et la qualité de l'enseignement en Côte d'Ivoire. Nos enseignants bivalents ont un statut particulier parce qu'ils font une formation à l'INS qui les désigne bivalents, mais en réalité, ils ont un parcours académique monovalent. Et donc, le dispositif hybride, c'est faire en sorte que ces enseignants-là soient soutenus dans leur pratique professionnelle, renforcer leurs capacités. Vu l'importance de former les enseignants du secondaire dans les filières, notamment en technologie de l'information et de la communication, l'Agence française de développement AFD soutient ce projet. L'Agence française de développement soutient depuis 10 ans maintenant les politiques publiques dans le secteur de l'éducation de base, en particulier dans le secondaire premier cycle. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'accompagner la politique publique du ministère de l'Éducation sur la stratégie de formation continue des enseignants et d'accompagner sa déclinaison opérationnelle à travers le programme qui a été lancé ce matin et qui va contribuer donc à former massivement les enseignants. Ce sont plus de 3 millions d'euros, soit 1,965 milliard de francs CFA que la DPFC recevra pour la concrétisation de ce projet. Il ressort des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation 4 priorités. La priorité 1, améliorer l'apprentissage fondamental, la pertinence des programmes et la qualité de l'enseignement. La priorité 2, réformer la profession enseignante. Priorité 3, élargir et encadrer l'offre d'éducation non formelle. Priorité 4, développer le numérique pour améliorer la gouvernance, la résilience pour une offre équitable et inclusive. La cérémonie qui nous réunit ce jour est d'une extrême importance et elle s'inscrit dans les réformes attendues ou issues des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Débuté en 2023, ce projet de renforcement des capacités des enseignants prendra fin en 2027. Les jeunes de Côte d'Ivoire invités à s'approprier l'année 2023, dite année de la jeunesse. Appel lancé le 30 janvier dernier dans la commune du Plateau par Mamadou Touré, le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. C'était lors des rencontres consultatives entre les membres du gouvernement et les couches sociales de jeunesse. Plus de détails, Michel Mambo, Sogodogo. Commune du Plateau, auditorium de la CNPS. Face à la jeunesse, 4 membres du gouvernement. 2023, année de la jeunesse, pour traduire en acte la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, les jeunes seront eux-mêmes mis à contribution. Vous devez mettre tout votre potentiel en œuvre. Faire sortir tout votre savoir-faire. Et je dirais repousser vos limites pour que cette année soit votre année, comme le souhaite le président de la République. L'exercice auquel nous nous livrons devrait pouvoir permettre
de régler les problèmes de jeunes, de jeunesse, sans qu'on ait besoin de rentrer dans la confrontation. Et la dernière loi qui a été votée, qui demande une plus forte implication des jeunes dans les prises de décision publiques, correspond exactement à cette vision du chef de l'État. Des rencontres consultatives sur instruction du Premier ministre Patrick Achi qui ont pour but de recueillir les avis et propositions des jeunes. Nous avons réclamé longtemps que les jeunes soient aux affaires. Alors c'est un répondant à tout ce que nous avons demandé. Et donc nous avons promis au gouvernement de produire un document avec toutes les propositions de toute la communauté estudiantine et scolaire du Côte d'Ivoire. Cette initiative est noble parce que là, nous sommes avec des ministres. Nous avons l'occasion de nous exprimer. Nous avons l'occasion d'exprimer tout ce qu'on a comme difficulté pour nous qui sommes responsables d'organisations civiles. Lorsque nous allons sur le terrain, nous avons vraiment besoin d'accompagnement financier. En ce qui concerne l'éducation nationale, nous parlons aujourd'hui de digitalisation et de transformation digitale. Donc nous avons suggéré que l'éducation à la création innovante soit initiée au niveau, en tout cas du primaire, de sorte à ce que l'éclosion des talents se fasse tôt. Des propositions qui seront au terme de cette série de consultations contenues dans un document consolidé. Je suis sûr que vous allez nous rédiger, nous élaborer des documents de haut vol avec un plan normalement qui doit s'articuler autour de diagnostics et options d'appui. Et ce que je vous demande, c'est que dans vos propositions, restez assez réalistes quand même. C'est votre année. Il y a ce que le gouvernement va faire. Mais quelles sont vos initiatives pendant cette année? Quel contenu vous-même en tant que gouvernement vous donnez à l'année de la jeunesse? Quelles sont les initiatives nouvelles que vous allez faire ou en termes d'amplification de vos initiatives qui sont déjà faites pour donner du contenu donc à l'année de la jeunesse? Venez avec des propositions d'initiatives. 2023, année de la jeunesse, il s'agira pour le gouvernement d'accélérer le dispositif d'accompagnement à travers diverses actions. Le potentiel est vaste, aux jeunes de faire preuve d'inventivité afin de décrocher les financements. Des réflexions il y a quelques jours dans la commune du Plateau sur l'implémentation des projets emploi jeunes et développement des compétences dans les collectivités locales. C'est une initiative du Bureau de coordination des programmes emploi en partenariat avec l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire. Le point dans ce reportage de Jean Djadji. Experts des projets emploi jeunes, préfets et maires, en réflexion pour la concrétisation de la phase 3 du projet Emploi Jeunes et développement des compétences PGDEC. Tous les acteurs des collectivités locales sont invités à s'impliquer fortement dans les organes de suivi mis en place dans leur localité. Nous-mêmes, en tant que préfet, nous avons un rôle de coordonnateur dans nos régions. Donc, tout programme de développement mis en œuvre par le gouvernement est pour nous une occasion d'affirmer ces rôles de coordonnateur. La composante 1 du projet PGDEC est consacrée à l'autonomisation des collectivités territoriales en matière d'insertion jeune, d'où leur engagement. Je sais qu'au niveau des collectivités, par exemple, il y a beaucoup d'initiatives qui se font, mais lorsqu'on a été en tournée dans le Nord avec le ministre au mois de novembre, on s'était rendu compte qu'il y a quelquefois il y avait des problèmes de coordination. Et le président a décrété l'année 2023, année de la jeunesse. Il serait bien vraiment qu'on puisse avoir une vraie coordination. Ce cadre d'échange vise à améliorer d'ici 2026 l'accès d'environ 102 000 jeunes à l'emploi, selon le ministère de tutelle et la fêtière des régions et districts de Côte d'Ivoire. Nous sommes donc tout disposés à mettre en œuvre tout dispositif qui pourrait accélérer les initiatives que nous prenons. Cette planification locale permettra de mieux faire ressortir toutes les initiatives en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes en lien avec la dynamique socio-économique du territoire. Les 2 dernières phases du projet PGDEC ont permis d'enregistrer plus de 60 000 jeunes bénéficiaires grâce au soutien des préfets et maires de Côte d'Ivoire. À présent, c'est important communiquer. Le ministère de la Communication et de l'Économie numérique informe les journalistes correspondants de la presse étrangère en Côte d'Ivoire que la session de l'accréditation annuelle au titre de l'année 2023 est ouverte selon l'agenda ci-dessous.
Du 27 janvier 2023 au 6 février 2023, retrait de la liste des pièces à fournir à la direction du développement de l'audiovisuel et de la presse, DDAP, sise à la cité administrative au Plateau, Tour C, 21e étage, porte 35. Du 7 février 2023 au 6 mars 2023, dépôt des demandes d'accréditation. Du 7 mars 2023 au 10 avril 2023, traitement des demandes d'accréditation et impression des cartes. Le 19 avril 2023, remise des cartes. Pour toute information complémentaire, la DDAP peut être jointe au 27 20 31 79 44 ou au 07 59 52 33 70 ou encore au 07 07 95 44 02. Signé le directeur de cabinet du ministère de la Communication et de l'Économie numérique, Jean-Martial Hadou. Deuxième titre de ce journal, des recherches sont actuellement menées au pôle scientifique et d'innovation de l'université Félix Houphouët-Boigny dans la commune de Cocody. Il s'agit pour les experts de mettre fin aux maladies des cultures agricoles et ainsi vaincre l'insécurité alimentaire en Afrique. Pour en parler, Dangui. Qu'on l'appelle mosaïque africaine du manioc ou le virus de la feuille jaune de la canne à sucre ou encore swollen shoot du cacaoyer, les maladies virales des plantes sont devenues virales, selon les termes d'un universitaire. Les chercheurs des sciences biologiques ne se contentent pas de partager ce constat aussi bien que ses effets. Ils cherchent et trouvent des alternatives à une production agricole durable, en quantité comme en qualité, en vue de garantir la sécurité alimentaire. Bienvenue à Bingerville, au pôle scientifique et d'innovation de l'université Félix Houphouët-Boigny. Traoré prépare son doctorat et travaille dans ce centre qui est une clinique pour les plantes. Il a ainsi débarrassé des plants, notamment de canne à sucre, de leur virus. Ici, par exemple, pour ce bourgeon-là, nous allons prélever le méristème apical, c'est-à-dire la partie de la plante où les cellules de cette partie du méristème apical-là sont caractérisées par des cellules qui sont indemnes de virus. Même si toute la plante est infectée, mais cette partie-là, vu qu'il y a une multiplication qui est toujours active à ce niveau-là, ça fait que cette partie-là reste toujours indemne de virus. Donc c'est cette partie-là qu'on va chercher à prélever. Quelques semaines plus tard, de nombreux plants de canne à sucre capables d'être multipliés à l'infini naissent et grandissent. Après 3 semaines de multiplication, voilà ce qu'on obtient. C'est plusieurs bourgeons de canne à sucre, environ 10. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça fait 11 bourgeons de canne à sucre partis d'un seul esplant. Ce n'est pas seulement la canne à sucre qui peut être soignée, guérie ici. Tous les plants, notamment la pomme de terre, le maïs, le riz et l'igname, peuvent être reproduits pour les besoins d'une production agricole saine et abondante. Un peu plus loin, l'unité de recherche industrielle de production de pesticides nous présente ses remèdes contre les maladies des plantes pour une agriculture bio et durable. Ces produits servent à contrôler un ensemble de maladies. La maladie due aux champignons ou ces maladies dues aux bactéries. Même une solution à la sécheresse est en voie d'être trouvée. Moi, j'essaie de trouver des produits biologiques qui vont permettre, appliqués à la culture du cacao, de la rendre plus résistante face au stress hydrique. Les travaux de cette unité de recherche industrielle de production de biopesticides lui ont valu plusieurs prix d'excellence. Juste à côté se dresse le Centre régional d'excellence WAVE. Créé en 2021, ce laboratoire se positionne comme une force spéciale contre les maladies du manioc. Nous avons commencé par le manioc, effectivement, pour une question de sécurité alimentaire, parce que c'est très important en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Ici, dans ce laboratoire d'excellence, tout est mobilisé pour trouver des solutions à même de garantir la sécurité alimentaire. Nous avons déjà effectué des travaux pour la SCB. La SCB, c'est donc une société qui commercialise donc la banane qu'on appelle la banane boyo ou la banane dessert. Nous avons fait donc des détections au niveau de leur germplasme. Pas étonnant que les travaux du pôle scientifique et d'innovation de l'université Félix Houphouët-Boigny soient orientés vers le développement agricole ou l'amélioration des conditions de vie des populations.
La recherche scientifique en Côte d'Ivoire est en train de changer de paradigme. Il est très important que le secteur privé soit impliqué. Et pour l'impliquer, le secteur privé, il faudrait que ce soit une recherche scientifique qui soit rentable, une recherche scientifique aussi qui ait un impact sur la communauté. Au sempiternel problème de financement de la recherche en Côte d'Ivoire, des alternatives crédibles ont été trouvées. Nous avons pour ambition de créer ce qu'on appelle le marché virtuel de la recherche. Et ce marché virtuel de la recherche va mettre en adéquation, quelque part, les besoins de recherche du secteur privé, du domaine public et de la société, cela en adéquation avec également les offres de recherche que les chercheurs font dans les universités et dans les laboratoires de recherche. La nuit tombée sur le pôle scientifique et d'innovation, une visite guidée du musée de la biodiversité peut réconcilier l'homme et son environnement. Si nous regardons ce tube, il n'y a seulement que des grains. Chaque grain représente une espèce. Et cette espèce-là est multipliée comme l'espèce humaine. On est plusieurs, mais on fait une seule espèce. Quand on regarde les chimpanzés, ça fait une espèce. Et on se dit, les arbres comme les animaux, dans le monde, voilà ce qu'on a pu étudier. Il reste tout ça à découvrir. Les gens font beaucoup de cultures extensives et ça impacte énormément la biodiversité. Et les gens utilisent, pour la rentabilité, les gens utilisent énormément de produits chimiques. Et ça impacte négativement la biodiversité. La biodiversité est notre assurance vie, nous soufflait à l'oreille un étudiant en biologie. Nous devons la protéger à tout prix, a-t-il poursuivi. Dans l'actualité nationale également, les échanges récemment entre le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assy, et les membres de son département ministériel. À l'ordre du jour, le bilan des activités menées en 2022. Les explications détaillées de Evelyne Yeboué et Jean Djadji. La réglementation des polluants organiques persistants, la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques, le développement de la fiscalité environnementale, voici quelques grandes lignes des activités menées par le ministère de l'Environnement et du Développement durable au cours de l'année écoulée. Des missions réalisées grâce à l'implication et au dévouement des membres du dit ministère, avec à leur tête le ministre Jean-Luc Assy. Pour l'exécution des différentes activités du ministère, vous avez bien voulu placer votre confiance en nous, vos collaborateurs, que nous sommes, et je voudrais vous en remercier bien sincèrement. Nous sommes profondément sensibles à l'honneur que vous nous avez accordé, qui apparaissent à nos yeux comme un défi. Le ministre s'engage à renforcer les actions en faveur de la préservation de l'environnement et du développement durable dans le pays. Au niveau des réformes, il s'agira en priorité de la poursuite de l'adoption du nouveau Code de l'environnement et de ses décrets d'application, de la poursuite de la mise en place d'un groupe d'experts national sur l'évolution du climat, de la mise en place du mécanisme international de réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Cette année, la Côte d'Ivoire abritera la célébration officielle de la Journée mondiale de l'environnement avec l'appui de ONU Environnement. Elle est prévue le 5 juin prochain sous le thème « Combattre la pollution plastique ». Bouaké, dans la région centre du pays, a accueilli récemment une cérémonie de planting d'arbres. Il s'agissait également de rendre hommage à des personnalités dont le président de la République, Alassane Ouattara. Les différents arbres plantés vont donc porter le nom de ces personnalités. Les explications de Charles Tatou de RTI Bouaké. Planting d'arbres tout au long des grandes artères de la ville de Bouaké. L'opération a permis aux autorités politiques, administratives et traditionnelles de la localité de se retrouver une fois de plus. Une action en hommage à d'éminentes personnalités qui ont contribué au rayonnement de la ville de Bouaké. Le président de la République, Alassane Ouattara. De même, le premier maire de Bouaké, Djibo Sounkalo, et la cantatrice Senfo Zélé de Papara, tous deux qui ne sont plus de ce monde, font partie de ces illustres personnages dont les arbres porteront leur nom pour la postérité.
Le fait déjà de faire du planting et de donner le nom de ces grands bâtisseurs d'hier au nom des des arbres qu'on a plantés, ça veut dire que tous ceux qui se sont battus hier ne sont pas les oubliés d'aujourd'hui. Nous nous sommes souvenus qu'ils avaient bâti cette ville, sinon ce pays, dans la paix et dans l'amour. Les autorités locales saluent cette action qui contribue à revertir la commune. Nous songeons à un environnement meilleur parce que Bouaké avait besoin d'être reverdi et parce que la Côte d'Ivoire dans son ensemble, parce que les arbres c'est la vie, parce que planter c'est donner source de vie. On s'est dit qu'il fallait reboiser. Ça va nous permettre en même temps aussi de reverdir, mais aussi d'embellir. Donc embellir les voies, les rendre ombrageux et puis inciter les gens à en faire autant. Cette opération de planting d'arbres a pris fin par un marathon afin de sensibiliser la population sur la cause environnementale. Dans l'actualité nationale également, cet atelier de renforcement des capacités des capitaines de pirogues de pêche artisanale. Les travaux ont porté sur la sécurité maritime. C'est une initiative de la Confédération africaine des organisations professionnelles des pêches artisanales. Les précisions de Laetitia Kouassi et Didier Nguessan. Assurer de meilleures conditions de travail et de sécurité aux acteurs de la pêche artisanale. Pour ce faire, la Confédération africaine des organisations professionnelles de la pêche artisanale tient cet atelier de formation. 25 capitaines de la pêche artisanale, appelés BOSCO, issus des sociétés coopératives membres de la Fédération nationale et acteurs de la filière pêche de Côte d'Ivoire, sont instruits sur les mesures sécuritaires à appliquer en mer. Le BOSCO, c'est la tête pensante de la pirogue. Il faudra que le BOSCO sache qu'il est le responsable de l'embarcation au départ et à l'arrivée. Une occasion pour le représentant du ministère des Ressources animales et halieutiques de rappeler au BOSCO la responsabilité qui leur incombe de veiller à la bonne qualité de leurs ressources et au respect des règles. On parle très souvent de la pêche illicite non déclarée, non réglementée. La pêche artisanale est intégrée dans ce fléau-là parce que chaque fois que les pêcheurs artisans capturent des espèces de poissons qui n'ont pas les tailles requises, utilisent des filets qui ne sont pas réglementaires, ils participent à des pêches illicites et il faille que ce type de comportement-là soit banni. À la fin de la formation, les 25 participants ont reçu des attestations et sont invités à relayer le message auprès de leurs collaborateurs. Toujours en Côte d'Ivoire, le nouveau prix du super sans plomb, 815 francs CFA. À noter une augmentation de 40 francs CFA sur le prix du litre du super à la pompe. Le prix du gasoil, de son côté, reste inchangé, à savoir 655 francs CFA le litre. La vaccination et les gestes barrières pour mettre fin au coronavirus. 4 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. À la date du 31 janvier 2023, la Côte d'Ivoire comptabilise donc 87 986 cas confirmés de coronavirus, 87 141 personnes guéries, 833 décès et 12 cas actifs. Toujours au chapitre santé, la prise en charge du VIH-Sida dans la commune d'Abobo. 1741 malades du sida ont reçu des soins à la formation sanitaire à base communautaire d'Abobo à Vocatier. À noter que leur charge virale est quasiment supprimée. Les explications détaillées de Didier Nguessan. L'infection à VIH-Sida baisse en Côte d'Ivoire, de même que le nombre de décès liés à la maladie. Le taux de prévalence est passé de 4,7% en 2010 à 1,9% en 2021. Sur la même période, le nombre de décès a été divisé pratiquement par 4, passant de 31 276 cas à 8 837 cas. Ces chiffres du Programme national de lutte contre le sida constituent des acquis non négligeables pour lesquels le ministère de la Santé et le plan d'urgence présidentiel de lutte contre le sida PEPFAR du gouvernement américain entendent poursuivre la collaboration. Nous sommes très satisfaits des progrès
un homme que la Côte d'Ivoire a eu depuis 20 ans, et surtout le leadership, parce que le programme pilote de traitement des VIH a bien commencé en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est de terminer le combat. Donc le rendez-vous de 2030, où nous espérons qu'avec notre appui, la Côte d'Ivoire va pouvoir éradiquer le VIH. 2023 marque la 20e année de présence du PEPFAR en Côte d'Ivoire. Le programme représente plus de 25% du budget alloué à la lutte contre la pandémie. La lutte qui a été menée grâce à leur contribution importante, il y a environ 2 milliards de dollars, c'est vraiment une somme importante qui a été consentie depuis 20 ans pour obtenir ces résultats. Et notre souhait, c'est de prolonger ces activités pour que nous atteignions l'objectif d'élimination du VIH/SIDA dans notre pays. Le dépistage des populations reste encore un défi, de même que la transmission de la mère à l'enfant. Concernant la mobilisation des antirétroviraux, la nouvelle pharmacie de la santé publique est un partenaire de choix. John Nkengasson a visité les locaux de la centrale d'achat. Enfin, en image, direction la République démocratique du Congo, où le pape François célèbre aujourd'hui une grande messe à l'aéroport de Kinshasa-Ndolo. Un moment très attendu des fidèles catholiques congolais. Arrivé hier dans le pays, le souverain pontife, dans son allocution, a dénoncé ce qu'il a appelé un colonialisme économique. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci de toujours suivre les chaînes du groupe RTI.